Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit donc la lecture de Maurice Barrès, Les Déracinés. En attendant, moi je suis donc ravie de partager donc ce moment littéraire avec vous. Et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Quand Portalis avait 19 ans, ses parents, installés à la Recette de Versailles, eussent désiré qu'il accommodât auprès d'eux une oisiveté de bon ton. Mais ce jeune homme, trop ardent pour s'amuser exclusivement de petits théâtres, des filles et des soupers, à l'une des fêtes offertes aux souverains étrangers pour l'exposition de 1867, eut le pressentiment de catastrophe prochaine. Dans l'hôtel de ville, embrasé d'illuminations splendides, son imagination ambitieuse distingua Paris en flammes. Ce soir-là, disait-il souvent, j'ai connu les sentiments que dut avoir un initive au dernier jour de sa patrie. Pour être prêt à profiter de la chute de l'Empire, il voulut étudier, comme c'était la coutume, la démocratie américaine. Outre-mer, ce jeune anglo-saxon, qui dans son enfance pensait en langue anglaise, se retrouva parmi ses pareils. Il y vit des sénateurs de 80 ans. Il en rapporta le goût de voir net et d'agir brutalement, et en outre un livre de valeur, le césarisme et la liberté. Le parti de l'opposition devait s'intéresser à un débutant de ce nom et d'esprit ouvert. Portalis fonda avec Ernest Picard les lecteurs libres, dont il se procura les fonds par des expédients de fils de famille. Ainsi préparé à la grande curée, au 4 septembre 1870, il s'élança. Pour la meute parlementaire, l'entrée en chasse sonnait. Vers le 12 septembre, Ernest Picard, membre du gouvernement, fit savoir à Portalis que l'armée allemande tournait Paris par le sud, que Châtillon était désarmé, qu'il fallait ameuter la population. Portalis fit l'article, dont l'effet fut effrayant sur la rue, déjà surexcité. On le mit en arrestation. Son cas, fort grave, relevait de la cour martiale. Picard ne bougea pas. C'est Girard qui intervint et se démena. Dans cette tourmente, sa maison avait sombré, faute d'élèves, mais par eux il gardait de belles relations. Il fit tant de démarches et si pressantes qu'on relâcha Portalis. D'ailleurs, Châtillon avait été pris par les Allemands sans coup férir. Portalis, irrité contre Picard, attaqua Gambetta et la défense nationale. Son attitude violente lui fit une réputation rapide. Le parti de l'opposition, qui allait être la Commune, s'intéressait à ce jeune homme dépourvu de ménagement. Il traita les fédérés d'étourdis, modération dont ils lui furent plus ou moins reconnaissants, tandis qu'ils invectivaient Versailles pour ses amis et pour le monde, il fut un renégat. Après ces terribles agitations dont il avait tant espéré, Portalis se retrouvait étranger à tous les partis et les mains vides. Il fut étonné et dépité. Résultat fort explicable pourtant. À bien examiner sa manière dès le début, on voit comment sa vie penchera. Ses premières années sont les assises branlantes d'une fâcheuse destinée. Par la logique de ses idées générales, ce jeune politicien était voué à l'isolement et au besoin d'argent. À l'isolement, en effet, il venait de rompre avec ses anciens amis devenus le personnel gouvernemental par une confiance excessive en soi qui résulte d'une certaine énergie d'homme de sport et surtout d'une vanité fréquente chez les fils de famille. Et au besoin d'argent, il croyait avoir constaté en Amérique qu'une seule chose qu'on veut la respecte, la force, et que la force unique, c'est l'argent. S'assurer des concours en payant et multipliant les journaux, tel fut le système où il s'acharna et dissipa ses ressources réelles puis imaginaires. Portalis, après avoir éprouvé que l'opinion n'admettait pas que l'on fût républicain contre Gambetta, essaya de traiter. « Vous êtes écrasé », lui disait-il. « On parle de vous mettre en cour d'assises pour vos comptes. Eh bien, moi je vous prends. Voulez-vous lier vos partis ? Je serai effacé et n'apparaîtrai qu'après votre installation. » C'est ainsi que parut dans la Constitution un article intitulé « Le prétendant de la démocratie » et qui venait de Gambetta.
Ces deux génies de l'intrigue, dont l'un toutefois n'eut jamais d'amis, pouvaient s'entendre, car sceptiques l'un et l'autre, sauf devant les forces, ils ne se souciaient que des résultats. Mais Gambetta savait déjà que Portalis n'était pas aimable. N'était pas maniable. Spuller, Ranque, Préfoux réunirent assez d'argent pour fonder la République française. Vous avez 40 000 francs, dit au grand orateur le publiciste, profondément froissé, mais vous aurez les coûts. Un journal, pour un chef de parti, c'est un désavantage. Les deux équipages suivirent une marche parallèle, tempérée de mauvais procédés, comme c'est la coutume jusqu'au discours de Grenoble. Portalis se hâta de reprocher à Gambetta la phrase fameuse « Il n'y a pas de question sociale ». Ce n'est pas qu'il fût socialiste. Il croyait bien trop à l'argent comme la réalité suprême de la force. Puis son sentiment aristocratique ne lui laissait voir dans la République, en dehors des combinaisons parlementaires, que démagogie. Mais il cherchait plus avant que Gambetta un levier contre celui-ci. Par ses attaques, où il satisfaisait sa vanité froissée, Portalis retardait indéfiniment la réussite de ses ambitions de pouvoir. Il s'en rendait mal compte. À cette époque, Gambetta n'était pas la puissance qu'on vit depuis. Portalis, avec un jour à 10 centimes et d'un tirage considérable, croyait pouvoir marcher de pair. C'est le corsaire qui fit l'élection Barodet contre Rémusat, candidat de M. Thiers, et que Gambetta tout d'abord avait pensé soutenir. Tolain, ayant demandé que le gouvernement ouvrît, comme avait fait l'Empire, un crédit de 100 000 francs pour envoyer des ouvriers à l'exposition de Vienne, Tesserand de Bord répondit « La révolution n'est pas article d'exportation. Nous faisons voyager les ouvriers dans les trains de nuit. » Le corsaire ouvrit une souscription qui permit de réunir à nouveau les syndicats et obtint 71 000 francs. Portalis expédia 100 ouvriers à Vienne, mais son journal fut suspendu. On vint lui offrir l'Avenir national, qu'il organisa. Ainsi, ces journaux étaient supprimés quand il avait du succès, ou mouraient faute de fonds. Les difficultés marquèrent plus fortement encore les traits de son caractère. Sa morgue lui inspira dans ses crises de belles audaces. Ainsi, quand il ouvrit brutalement une mensualité de 500 francs à un secrétaire de M. Thiers qui accepta, de tels souvenirs gardés par les bureaux de rédaction émerveillèrent Renaudin. Et vraiment, c'est assez bien de ne pas ruser avec les coquins. Souvent aussi ce mépris profond des individus prêtait des raisonnements une sorte de logique à coups de poing, qui a les apparences du bon sens. Mais cette conception cruelle de l'humanité engage nécessairement celui qui l'adopte dans les voies du chantage. Et d'autre part, ne croire qu'à la force et surtout à la force de l'argent, c'est, en France, du moins, se priver de plusieurs éléments d'action. Le mépris des individus a de l'allure, mais nulle fécondité. À l'usage, il ne vaut pas plus que la philosophie du doute subjectif. Il fait partie des vérités de cabinet. Pour que les hommes aient de l'âme, un bon moyen, c'est que le chef leur en prête. Ce goût de la logique et cette nécessité de trouver de l'argent pour des journaux, sans cesse tués et renaissants, ce mépris hautain de réalité sentimentale et cette conviction qu'on capte des forces morales comme un groupe des capitalistes amenèrent, dès juin 1873, Portalis à une grave opération qui lui valut de perdre définitivement l'orthodoxie républicaine. Je veux parler de la fusion qu'il imagina et tenta entre la démocratie et les Napoléons, un des plus fameux épisodes de l'intrigue politique sous la Troisième République. C'était en 1873. La monarchie semblait faite. On savait quelles étaient les voies acquises. Portalis et le prince Napoléon eurent une entrevue chez une femme, Madame de Brimont, qu'il alors avait ménagée. À peine les premières paroles de politesse échangées, « Eh bien, dit le prince, monsieur Portalis, que dites-vous de la situation ?»« Monseigneur, je n'en dis rien. » Le prince le poussa assez brutalement, laissant entendre qu'il n'aimait pas les rendez-vous inutiles. « Êtes-vous homme à tuer votre cousin ?» lui dit en face Portalis. On entend qu'il s'agissait du prince impérial, seul obstacle entre l'Empire et le prince. Celui-ci sursauta. Peu après, il se leva et prit congé.
Votre homme, votre gros homme, dit Portalis à Madame de Brimont, n'a dit que des banalités. Au bout d'un quart d'heure, il descendit l'escalier. Au moment où il franchissait la porte, un bras se passa sous le sien. C'était le prince. « Comme vous y allez devant les femmes, dit-il, et venant à son but, « Qu'allez-vous faire pour empêcher la restauration ?»« Ce n'est pas une question de presse, dit Portalis, c'est une question militaire. »« J'ai plus d'hommes qu'on ne croit, répliqua le prince, mais il faut qu'on s'entende. » On fit des plans. On pensa à faire marcher de Lyon le général Bourbaki sur Paris. On s'arrêta à un coup de main renouvelé du général Mallet. Dans ce pacte d'alliance de la démocratie et des Napoléons contre la monarchie, le prince croyait pouvoir disposer des éléments bonapartistes, très nombreux encore dans l'armée. La question, dit-il, c'est qu'il n'y ait pas de blouse devant les régiments dont je veux disposer. L'armée tirerait sur les blouses et ne tirera pas sur l'uniforme. Votre rôle dans le journal, c'est de disposer l'opinion de telle sorte qu'il n'y ait pas de blouse ou que les blouses ne crient pas. À cette alliance entre la démocratie et les Napoléons, tout le monde s'employa, approuvant la campagne de l'avenir national. 3 lettres furent écrites à Thiers, à Gambetta, au prince Napoléon, rédigées par Pierre Denis et que devait successivement publier l'avenir national. On avait pressenti Thiers qui se montra disposé à une campagne où il ne risquait par sa personne et qui lui vaudrait de la popularité. Il voulut lire la lettre qu'on lui destinait. Il y fit de légères corrections et promit d'y répondre. Gambetta, inquiet du progrès rapide du courant socialiste, avait traité avec les monarchistes. Laurier, autre Girard, s'était dévoué jusqu'à se donner en gage. On connaît les conditions de Gambetta. Assuré de demeurer rééligible, c'est-à-dire qu'on laisserait de côté le règlement des comptes de la défense nationale, il se contentait du rôle d'un général foi, d'être le chef des libéraux, c'est-à-dire d'une opposition assurée de dominer, même sous la monarchie. On ne lui communiqua pas la lettre publique qu'on devait lui adresser, car l'adhésion de Thiers devait entraîner la sienne. C'est la lettre au prince Napoléon qui fut tout d'abord imprimée. Admirable morceau d'éloquence. Portalis lui porta à 9h du soir. Le prince dit « J'y répondrai ». À 10h30, son officier d'ordonnance apportait la réponse fameuse. Adhésion à une alliance pour soutenir le drapeau tricolore en face du drapeau blanc étranger à la France moderne. Cette hâte, comme on va voir, eut pour la combinaison de désastreuses conséquences. Le sens d'étiquette de Portalis, cette morgue, ou plus exactement ce snobisme que nous avons déjà signalé, furent ici un facteur important. Logiquement, la lettre adressée au prince eût dû paraître seule ce soir-là et la réponse venir dans le numéro suivant. Non seulement Portalis voulut qu'elle parût sitôt à porter au journal, mais encore qu'elle parût en tête du numéro. Il faut se souvenir de ce qu'était en septembre 1873 ce nom de Napoléon et l'effet terrible de cette signature éclatant en lettres formidables en première colonne d'un journal républicain. La rue, le Parlement, la presse, tous crièrent à la trahison. Il n'y avait pas alors d'argumentation qui pût tenir compte le sentiment. La plupart des rédacteurs donnèrent leur démission. Portalis s'affaissa, Girard vint à son aide. Durant ces années, Girard s'était tenu à l'écart. Il venait en ami aux journaux de Portalis quelquefois, mais le plus souvent pour l'accompagner au théâtre, sa grande passion, déjà nous l'avons dit. Il avait reconstitué sa boîte à Bachot, avec de jeunes Américains et quelques jeunes gens de grande famille. Il mangeait avec eux du bœuf bouilli, lisait, faisait des mathématiques et de la chimie. Sa volupté profonde semble avoir été de boire des bocs et de fumer sa pipe avec une vieille houppe lente sur le dos. Son vice était le jeu. Dans les cercles où l'on ignorait sa qualité exacte, il s'était fait une situation considérable par l'audace de ses mises. Et certes, nul des amis que très fier et habile il y comptait n'aurait soupçonné de chaque matin, il allait lui-même aux halles faire ses provisions. Un trait qu'on signale, c'est l'amour de Girard pour les animaux et poussé à ce point qu'il achetait des animaux malades à vil prix pour les soigner, ce qui lui permit, dans une fortune assez modeste, d'avoir un cheval de trait
et une de celles, ce dernier lui gagnant des paris. Girard se chargea d'aller trouver le prince Napoléon et de maintenir des relations utiles que Portalis ne pouvait avouer. Celui-ci n'abandonnait pas l'idée de son triumvirat républicain. Il voulait aller vite et à l'américaine, c'est-à-dire acheter des concours comme a fait depuis le boulangisme. Son premier soin était de rallier ses collaborateurs. À prix d'argent, il y parvint. Alceste fit sa rentrée avec un article. « À bas Chambord !» qui fit supprimer le corsaire Portalis, réorganisa un nouveau journal, La Ville de Paris, qui tout de suite eut le même sort. Sur ces entrefaites, le comte de Chambord se retira. Les monarchistes étaient en déroute. C'était la République. Mais Portalis, tout de même, était par terre, accablé, excommunié, et l'état de siège durait. Le prince se lassa. Portalis, à la fin de 1873, disparut. Portalis, vaniteux, égoïste, comme tous les fils de famille avaient de l'allure, mais pas de résistance, son père lui offrit de 12 à 15 000 francs par an, à condition qu'il ne ferait plus rien. Après 4 années, il réapparut. Sa situation était difficile. C'était le centre droit, Broglie et les ducs, qui tenaient le pouvoir, tandis que Gambetta était reconnu comme chef de l'opposition. Son équipée napoléonienne lui fermait la politique à moins qu'il ne redevint une force. Un Gambetta est en mesure de maintenir son journal dans les discussions d'idées, sans y mêler des affaires et sans l'attrait du scandale, soit que son autorité attire assez d'abonnés, soit que ses amis le soutiennent. Mais un Portalis, avec son talent brillant et tous ses appels à la curiosité, n'est jamais sûr que sa vente durera 6 mois, aucun procès ne le tuera pas demain. Un Gambetta, de plus, peut nourrir un personnel. Il place ses pauvres auprès de ses amis riches, et même, par laurier, jusque dans la droite, on peut dire qu'il a fait de l'amitié une franc-maçonnerie. Le problème de ce point de vue se résume à trouver l'argent pour créer et nourrir sa clientèle. Et c'est bien ainsi qu'il devait apparaître à un portalis infatué d'américanisme. Il résolut de demander aux affaires l'argent indispensable à son organisation politique. Elles étaient fort à la mode. L'aristocratie ruinée et qui disposait alors du pouvoir s'y jetait. Il collabora d'abord à l'organisation des messageries générales. Les compagnies n'avaient pas de tarif pour les petits paquets. Au-dessus de 5 kilos, on payait pour 5 kilos. La société dont Portalis fut des organisateurs imagina de faire le rassemblement de petits paquets. C'était un système de postes qui se mettait à la disposition des grands magasins, groupant leurs envois et s'engageant à en faire la distribution dans les 48 heures. Les compagnies firent des procès de toutes parts, puis elles s'avisèrent d'abaisser le minimum de poids. C'est ainsi que d'une affaire excellente, Portalis sortit avec de grosses parts de responsabilité civile qu'il s'agissait de diminuer, d'éteindre. Girard faisait les courses, apaisait les créanciers. Dans le même temps, le corsaire, qu'il avait reconstitué sans s'y mettre en nom, pour avoir sous la main un instrument, lui mangeait en 6 mois 60 000 francs, car le public à cette date n'appréciait que les feuilles érotiques. La pornographie exploitée par des prétendus lettrés enthousiasmait le public. Portalis mit sur pied l'affaire du Grand Café. Girard aurait pu s'en tirer. La serviette du gérant du café n'eût pas plus gêné cet excellent esprit que la serviette du professeur. Portalis ne pouvait pas surveiller les plongeurs. Faute de surveillance dans le détail, ce théoricien manqua encore cette exploitation que de plus humbles eussent réalisée. Ces échecs, comme il arrive toujours, lui firent la réputation d'un homme d'affaires. Tous les bandits de Paris apportèrent dans son cabinet leur combinaison. Avec ses faiseurs, il accentua son ton brutal, son air de dompteur. Sa vanité lui composa l'attitude d'escarpe que les délicats lui reprochent, parce qu'il préféra cette réputation à celle de maladroit. Roulé par les uns et responsable envers les autres, il choisit de paraître associé à la malhonnêteté des premiers plutôt qu'à la naïveté des seconds. Le 16 mai arriva. Le centre droit fut bouleversé. Portalis aurait voulu un siège à Paris, mais parmi tant de
champignons électoraux surgis au lendemain des orages, il n'y avait pas de place. C'est alors que Le Pelletier, le banquier de la rue de Londres, qui avait affermé le tout petit Lyonnais journal considéra de Lyon et d'un tirage de 100 000, offrit à Portalis de lui céder une partie de son droit, soit la direction politique. Girard fut nommé président du Conseil des intéressés. La politique de Lyon est très difficile. Les partis y sont des partis d'intérêt. C'est un point de vue juste, mais auquel Portalis se devait trop étroitement tenir. Il y fit du radicalisme, avec le souci de ne pas avoir contre lui des opportunismes. Il flirta si fort que le petit Lyonnais diminua de tirage. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette lecture donc des Déracinés de Maurice Barrès. J'ai passé un excellent moment en tout cas à vous faire partager donc cet instant littéraire. En attendant, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Voyage au bout de la nuit. Et j'en profite au passage pour vous souhaiter à tous une excellente nuit, voire une excellente journée pour ceux qui se réveillent et qui vont travailler tôt. À bientôt!